Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors les calculs que nous avons menés jusqu'ici ont été faits avec un paramètre d'ordre n égale 1. Il ne serait pas très difficile de généraliser tout cela au cas d'un paramètre d'ordre de dimension m quelconque. L'hamiltonien de Ginzburg-Landau qui décrit une telle situation s'écrit h égale intégrale d dx fois 1 demi somme sur i égale 1 jusqu'à m de delta phi carré, donc 1 jusqu'à m, fois, plus, 1 demi R0, fois à nouveau la somme de i égale 1 jusqu'à m de phi i carré, plus u0 sur 4 factoriel, fois somme des phi i carré au carré. Et on trouve, après, en refaisant tous les calculs, on trouve par exemple, pour gamma, donc ça, je l'ai comme exercice, pas facile, parce qu'il faut refaire tous les calculs, 1 plus n plus 2 epsilon sur 2 fois n plus 8 plus un ordre en epsilon carré. Ce qui montre la dépendance explicite des exposants critiques à la dimension du paramètre d'ordre. Notons que l'exposant critique état est nul à l'ordre epsilon, ça nous le savons. Et à l'ordre epsilon carré, si on mène le calcul jusqu'à epsilon carré, on trouve que état est égal à n plus 2 epsilon carré sur 2 fois n plus 8 au carré. Les calculs qui ont précédé reposent sur un développement perturbatif qui est remanié par le groupe de renormalisation. Le paramètre du développement, c'est epsilon. Et les résultats ne sont fiables que pour epsilon petit par rapport à 1. Par exemple, un espace à 3,99 dimensions. Alors, évidemment, c'est un calcul formel, mathématique, qui ne correspond pas nécessairement à un espace physique pour un nombre non entier de dimensions. L'extrapolation au cas réaliste d égale 3 est un peu douteuse, puisque epsilon égale 1 dans ce cas-là. Et donc 1 plus 1 au carré, 1 au cube, tous les termes prennent de l'importance. Ça donne des résultats toutefois assez satisfaisants, avec malgré tout de mauvaises surprises. Ainsi, les calculs à l'ordre epsilon cube sont plutôt moins bons que ceux à l'ordre epsilon carré, c'est-à-dire comparés à l'expérience. Les développements, en fait, ne sont pas convergents, ce qui n'est pas tellement une surprise quand on pose epsilon égale 1, mais plutôt asymptotiques, comme dans l'approximation de Stirling de n factoriel. Au début des années 70, l'accent a été fortement mis sur le développement epsilon, par exemple avec les travaux de Kogut et de Wilson. Ce développement a en effet joué un très grand rôle historique en permettant pour la première fois d'aller au-delà de la théorie de Landau, avec des résultats qualitativement bons. Aujourd'hui, il semble plutôt important de pouvoir prouver l'existence de points fixes par des méthodes non perturbatives, ce qui est beaucoup plus difficile. Et cela permettrait un calcul totalement fiable des exposants critiques, certainement par des approches numériques.
Alors voilà pour ces calculs. Alors passons maintenant au cas des champs marginaux. Alors on a laissé de côté jusqu'ici le cas des champs marginaux. Ce cas est particulièrement important parce qu'en effet il fait le lien avec l'ancienne version du groupe de renormalisation, c'est-à-dire celui de la théorie quantique des champs auquel nous reviendrons bientôt. Dans le cas d'un champ ou une variable marginale, les techniques qu'on a employées jusqu'ici ne peuvent plus être appliquées. Elles ne peuvent plus être appliquées directement pour déterminer le comportement de la fonction de corrélation. Afin d'interpréter intuitivement la discussion un peu technique qui suivra, essayons de comprendre qualitativement la différence de comportement des TGR lorsque l'on est en présence ou pas d'une variable marginale qu'on note généralement G. Et examinons le flot de renormalisation au voisinage immédiat de la surface critique. Donc imaginons une surface critique, S infini, un champ essentiel E1, un champ inessentiel E3 et un champ inessentiel ou marginal E2. En l'absence de champ marginal, là, le flot de renormalisation sur la surface critique converge rapidement vers le point fixe. Les champs inessentiels décroissant comme une loi de puissance. Avec un champ marginal, si E2 correspond à G, notre champ marginal. Dans ce cas-là, ce champ reste constant à l'approximation linéaire. On verra plus loin qu'il varie en fait de façon logarithmique, c'est-à-dire très lentement. Donc, il y a à nouveau avec E3 une convergence rapide vers E2, mais E2 converge beaucoup plus lentement et donc la trajectoire va coller à l'axe du champ marginal. Et elle va le suivre pendant un certain temps, c'est-à-dire sur un intervalle important de valeur du facteur de dilatation S. Cela explique qu'au moins en partie, les TGR vont être contrôlés par l'évolution du champ marginal. En fin de compte, le point fixe retrouve son rôle et son influence. Mais l'évolution du champ marginal a eu le temps de modifier le comportement par des facteurs logarithmiques. L'évolution du champ marginal est décrite, ou sera décrite, on le verra, par une équation différentielle qui ne fait intervenir que le champ marginal lui-même. Ces équations sont toujours plus simples, puisque c'est des simples équations différentielles. Évidemment, si on a plusieurs champs marginaux, on obtient un système d'équations différentielles. Le champ marginal est souvent identifiable à une constante de couplage. Et l'équation différentielle va décrire l'évolution d'une constante de couplage. C'est ainsi qu'on retrouve en théorie quantique des champs l'évolution à très haute énergie des constantes de couplage électromagnétique ou autres. Le point le plus important pour nous est que cette équation différentielle peut être trouvée de manière perturbative. Cette propriété permet au moins de façon approchée un calcul analytique des TGR. C'est pourquoi on va exiger dans ce qui suivra de rester dans le régime perturbatif, c'est-à-dire dans la région où les divers paramètres du problème sont petits. Et nous continuerons donc dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.